Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Cette semaine, on va parler obsolescence programmée, entrepreneuriat, éco-responsable. On va évoquer aussi le crowdfunding avec comme invité, je savonne mais c'est pas grave, avec comme invité aujourd'hui Karen. Salut Karen. Bonjour. Alors Karen, on se connaît depuis longtemps. Mais en fait, on s'est perdu de vue pendant un petit moment. Il se trouve qu'on a été étudiants dans la même école. Et puis, voilà, on a eu des vies qui ont fait que. Et en fait, pourquoi j'ai voulu qu'on échange là, c'est que t'es aujourd'hui la cofondatrice d'une marque d'électroménager, ce qui est quand même juste incroyable, hein. Enfin, on reviendra dessus, mais c'est quand même juste improbable. Avec donc cette marque, elle s'appelle Keep It, et il y a un slogan. Alors je sais pas si c'est le slogan officiel, mais en tout cas je l'ai vu sur une de vos coms, qui est vous allez en profiter longtemps. Voilà. Et avec ça, on a tout dit. Alors Karen, est-ce que tu veux en quelques mots déjà te décrire un petit peu, de nous décrire un peu qui tu es? Bien sûr. Donc, je m'appelle Karen, j'ai 49 ans. Je suis la mère de 3 enfants. Je suis une serial entrepreneur et je suis donc la cofondatrice et la présidente de Keep It. Alors, on va revenir un bon moment sur Keep It parce que c'est vraiment le sujet du jour. Donc, sortie d'école de commerce. Comme toi, pareil, la même année. La même année en plus. Et après, toi, tu vas par contre vers la publicité. Exactement. Donc sortie d'école, comme beaucoup, je savais pas trop bien quoi faire. J'avais une petite fibre commerciale et donc je me suis trouvée pas mal par hasard et un peu par chance à postuler dans un groupe de presse informatique. D'accord. Qui s'appelait IDG Communication. T'avais une appétence pour la techno ou? Mais alors tellement aucune. C'était pas ça du tout en fait. C'était un contact et puis je vais en entretien, je rencontre quelqu'un pour un poste de chef de pub, donc un poste de commercial. Ouais. Et puis je rencontre un rédacteur en chef qui me parle et l'entretien se passe super bien et puis il me donne son journal en me disant si ça vous intéresse, dites-moi. Je prends le journal, je rentre chez moi. Le journal s'appelait Réseau et Télécom
Et wow. Très sérieusement, j'arrive chez moi et je comprenais globalement les mots de liaison. Donc ça parlait chinois, c'était hyper drôle et je me suis dit ça c'est un challenge pour moi, allons-y. Et donc je me suis trouvée chef de pub pour réseau et télécom, donc à vendre. Faut oser, faut oser quand même. C'était drôle. Mais c'était assez drôle. Franchement, c'était drôle parce que vraiment, je ne comprenais rien. C'était une autre planète et donc j'ai commencé chef de pub pendant 1 an dans ce groupe-là. Après, je devais pas être trop mauvaise et j'ai été débauchée pour partir dans le groupe concurrent. Ah. Ça s'appelle le groupe Test, qui existe plus ou moins encore. Ouais. Et donc, je me suis trouvée, alors de réseau et télécom, je suis passée à décision micro et réseau. Alors, j'avais pris un peu de galon. Alors, je comprenais un petit peu plus le vocabulaire, mais très, très légèrement. Et j'ai vendu de la pub pendant 5-6 ans, donc passé de chef de pub à directrice adjointe et puis après à directrice de la pub. C'est pas des boulots faciles. C'était moi ça m'amusait pas mal. C'était une bonne époque aussi pour l'informatique, faut pas le cacher. Et puis c'était un boulot purement commercial. Donc sortant de l'école, moi je faisais de la vente. C'est très très honnêtement, c'était pas désagréable, mais ça allait pas très très loin. Ouais. Au bout de 8 ans, je pense que j'avais bien fait le tour de l'histoire. Donc il fallait bouger. Et là, première chance. Ouais. Je pense que il faut aussi saisir première opportunité, première chance. On me propose de monter un institut de sondage et d'études de marché. Alors, à l'origine, c'était plutôt monter une société autour d'un produit très spécifique. Mmh. C'était un tracker de consommation. Donc, l'idée, on était bien avant le big data. C'était de suivre la consommation de Français, toute la consommation, donc des jours 24 heures de consommation, avec un objectif. Déceler l'impact d'une crise du jambon, crise de peu importe quelle que soit la crise. Ouais. Donc évaluer la vitesse de propagation d'une crise et l'impact sur la consommation. Et puis ensuite, en combien de temps, on revenait à la normale ou on revenait pas à la normale. D'accord. Donc là aussi, j'y connaissais rien du tout en études. Absolument. Maintenant, on a compris. On s'en fout qu'ils connaissent quelque chose. C'était un peu ça. Donc là, ça a été une aventure un peu dingue où les premiers rendez-vous, donc on montait la boîte. Donc j'avais pas de bureau, j'avais un bébé qui venait de naître et c'était l'époque où on n'avait pas le droit d'avoir des bruits de chez soi parce qu'on n'était pas censé être chez soi. Donc je me revois enfermée dans un placard avec un téléphone, un client dans une oreille, un autre téléphone et mon associé dans l'autre oreille. Donc je reformulais les questions parce que je savais pas très bien y répondre. J'avais la réponse sur la droite et je disais la réponse à gauche. Et donc ça c'était on a monté ça, on a eu la chance de vendre cet outil qui était un outil d'étude incroyable pour l'époque. Maintenant quand j'y repense, très honnêtement, c'était un truc hyper novateur et très intéressant, mais c'était beaucoup trop gros. Ouais. Et beaucoup trop détaillé. Et en fait, mon premier client, ça a été Carrefour. Et quand j'ai amené, ça nous a permis de démarrer parce qu'on avait un vrai gros client tout de suite pour payer le terrain, pour lancer l'opération. Mais c'était trop tôt. On savait pas exploiter les données comme on fait aujourd'hui. Ouais. Et très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait pas continuer de la sorte parce que les clients ils avaient trop de données, ils savaient pas les utiliser. Et donc on a fait une petite on a réfléchi et puis on s'est dit il faut trouver d'autres clients et d'autres outils. Et là, encore une fois, un peu par hasard, encore une fois, un peu par chance, je rencontre les responsables d'un syndicat, le syndicat des parcs de loisirs et d'attractions.
D'accord. Qui m'expliquent tout ce qu'ils font, à quel point ils sont fédérés, à quel point ils travaillent ensemble, à quel point ils échangent. Et puis en discutant, je me rends compte qu'ils font plein de choses ensemble, mais par contre, ils ne mélangent pas tout ce qui est expérience client. Donc ils travaillaient sur les attractions, ils travaillaient sur la sécurité, ils travaillaient sur énormément de sujets ensemble, mais par contre ils travaillaient pas du tout sur la partie client. En tout cas, ils n'échangeaient pas sur ce sujet-là, ils n'échangeaient pas sur la satisfaction des visiteurs. D'accord. Donc, je leur ai proposé de monter un dispositif qui serait un dispositif de mesure de la satisfaction des visiteurs de tous les parcs, mais un dispositif qui serait aussi un dispositif partagé, ce qui leur permettrait de se comparer les uns aux autres, de se benchmarker et d'évoluer. Pas con, ça. Et on est parti, et en fait, ça, j'ai réussi à les convaincre. On est parti la première année avec 3 parcs. Donc c'était le syndicat qui finançait l'étude parce qu'ils y croyaient, mais les parcs, ils avaient besoin de voir. Et puis on est parti avec 3 parcs. Et puis au fur et à mesure, on s'est développé. J'ai pu rentrer dans un très grand groupe dans la Compagnie des Alpes. C'était Astérix et Mer des Sables aussi. Mer de Sable, exactement. Après le Futuroscope, un gros groupe. Et puis la pertinence du sujet, la pertinence d'une étude partagée faisant son chemin, et on a grandi sur cette cible pour arriver avec une 60aine de parcs de loisirs dans notre dispositif. Tu te souviens d'un résultat qui aurait été marquant ou qui a marqué un tournant dans cette étude? Ouais. En fait, c'était maintenant, je pense que je peux le dire. Ils le savent tous. Prescription. Ils le savent tous, mais c'est un milieu vraiment très très impliqué. C'est un milieu incroyable parce que quelle que soit la taille des parcs, t'as des gens qui c'est toute leur vie. Et ils sont et ils essayent toujours de faire toujours mieux. Et moi, il y avait un parc que je ne connaissais pas, mais qui était dans les parcs que je suivais, qui était le Puy du Fou. Oui. Et je lisais les commentaires, parce que évidemment je lisais tout parce qu'il fallait que je comprenne tout. Donc au fur et à mesure, j'étais très 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 dans l'opérationnel et je lisais tout, et je lisais les commentaires du Puy du Fou et je me disais mais c'est pas possible, les gens ils sont dingues, pourquoi, comment ils peuvent parler d'un lieu comme ça à ce point-là, comment ça peut être aussi extraordinaire, c'est pas possible. Il y avait vraiment un truc qui était bizarre. Et puis je les voyais, donc chaque année je leur donnais les résultats, et puis j'avais jamais eu l'occasion d'aller sur le site, et puis un jour je trouve enfin le temps et je descends avec mes enfants au Puy du Fou, et là je comprends que c'était les champions de l'accueil comme on n'avait jamais vu, et que les commentaires, les gens n'étaient pas fous, mais ils disaient bien la vérité. Et donc tout le monde me demandait toujours qui est le meilleur, et je n'avais pas le droit de le dire. Maintenant, voilà, c'est dit, c'est fait. L'aveu est fait. L'histoire leur a donné raison. Ils sont toujours là et plutôt bien là, on va dire. Exactement. Donc, et puis qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Donc j'ai fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Donc on avait vraiment bien développé notre institut. Grâce à la Compagnie des Alpes notamment, et puis aux clients qui changeaient de lieu, on a été jusqu'au Canada. On avait des parcs dans toute l'Europe. C'était vraiment un business de niche, mais un bon sujet. C'était vraiment intéressant. Sauf que à un moment, moi je me suis rendu compte que je m'y retrouvais plus. Et c'était pas par rapport au sujet, c'était vraiment très très personnel. Ouais. J'avais de plus en plus le besoin de mettre du sens dans cette activité professionnelle. Je sais pas, c'est bizarre, peut-être avec l'âge, avec les 40 ans, voilà, hein. Et ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a un moment où t'évolues, tes enfants grandissent, et puis j'avais peut-être un peu fait le tour du sujet aussi, parce que je savais, donc peut-être que quand je sais trop, tu t'emmerdes, pour parler vulgairement, il faut faire autre chose.
chose. Je n'irai pas jusque là parce que franchement c'était vraiment bien. Et puis j'aimais beaucoup mes clients et c'était chouette comme relation. Donc mais ça me suffisait plus. Et puis je parle à mon associé et je lui dis écoute, moi j'ai le sentiment que j'ai besoin qu'on fasse autre chose, j'ai besoin en tout cas moi j'ai besoin de mettre du sens dans mon activité professionnelle. Et puis il me dit écoute, moi ça me tourne dans le cerveau depuis un moment et je suis d'accord, changeons. Donc ça c'était cool parce qu'on est alignés, parce que c'est moi je suis une entrepreneuse, mais je pense pas que j'entreprendrai toute seule, parce que c'est quand même c'est des aventures super difficiles. Absolument. Et le fait d'être deux, de savoir super bien bosser ensemble, de savoir où sont les compétences, Mais justement, tu disais que ça avait été un coup de bol. Cet associé-là, vous vous êtes trouvé comment? Alors il se trouve que c'est le mari de ma sœur. Ah, mais ça compte pas, ça. Ça compte un peu parce que dans l'histoire, en fait, lui, il travaillait déjà dans les études de marché. D'accord. Et ils étaient partis vivre à La Réunion. Donc ça, c'est hyper perso, là, ce que je te raconte. Ils étaient partis vivre à La Réunion. Et en fait, moi, je vivais très, très mal, la distance avec ma sœur. D'accord. Ouais. Parce qu'on pouvait pas se regarder, pareil, hein. Enfin, ouais. Téléphoner, ça coûtait une blinde. C'était pas si simple. Et je leur ai un peu pourri la vie en me disant, moi, ça ne va pas. Et donc, mon beau-frère me dit, OK, on rentre. Mais dans ces cas-là, on s'associe. Moi, je suis bon en plein de trucs, mais je suis pas un commercial. Et donc, on lance cette association. D'accord. Et c'est comme ça que c'est parti la première fois. Ok, je comprends. Voilà. Et donc, mais ce qui fait aussi que vous êtes t'es d'entrée de jeu dans une logique de confiance et de confiance mutuelle. Ouais. C'est hyper important. Hyper important. Et ce qui explique aussi que ça va durer 16 ans et plus. Exactement, ça sécurise drôlement. Et puis on est dans la confiance, on est dans le respect mutuel, on est aussi on sait qui on est, quoi. Ouais. Et c'est sûr que c'est une chance incroyable. Donc au bout de 16 ans, vous vous dites tous les deux, bon, on a fait le tour. Ouais, exactement. Mais là, une fois que t'as posé ça, c'est pas super simple parce que en 16 ans, notre niveau de vie il a changé, parce que on a des enfants, parce que tu changes pas comme ça du jour au lendemain en disant j'abandonne tout et comme j'avais fait la première fois. Ouais. C'était plus la même situation, donc il fallait trouver l'idée et puis s'assurer que ça prendrait et qu'on y arriverait. Donc on avait un petit dossier qui s'appelait développement et puis on a réfléchi à plein de sujets et puis à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mm-hmm. Et un jour mon lave-linge tombe en panne. Juste pile poil après la fin de la période de garantie, je fais venir un réparateur comme tout le monde et le réparateur me dit non, en fait on va pas réparer, vous allez acheter un nouveau de lave-linge parce que réparer ça va vous prendre un temps pas possible, c'est même pas sûr que j'y arrive et si j'y arrive ça me coûtera plus cher qu'un produit neuf. Ouais, on a tous vécu cette expérience, hein. Voilà, ça c'est un truc un peu commun, sauf que en fait moi quand ça m'arrive, d'abord ça me met super. Alors d'abord je vais racheter un lave-linge parce que j'ai pas le choix, j'écoute, j'obéis. Mais en tant que citoyenne, ça me va pas. En fait, c'est bizarre dans la vie. Parfois, t'as des déclics, il y a des trucs qui vont vraiment faire que ça va te mettre en colère, faire que tu vas te dire c'est plus possible. Et moi c'est ça qui se produit. Et ça me met mais vraiment ultra en colère et je me dis on peut pas continuer comme ça. Donc j'en parle à Jacques, mon associé, et il me dit peut-être qu'il est là notre nouveau sujet. Donc on ouvre une nouvelle case dans notre projet de développement et on commence à dérouler ce fil. Ça c'est quand? C'est quand à peu près? 2013. 2013, ok. Ouais. On commence à dérouler le fil et à regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a 40 ans t'achetais de l'électroménager et on te mettait en avant que c'était de l'électroménager qui était là pour durer, et pourquoi depuis en fait les produits ils duraient de moins en moins longtemps. On cherche, on fait des études documentaires, on s'informe et puis ça nous fait dérouler un peu la pelote du fil de la délocalisation. Ouais. Parce que tu vois que les boîtes d'électroménager elles produisaient plutôt en local et puis elles produisent
plus de moins en moins et elles sont parties de plus en plus loin. Ça permet de regarder qu'est-ce qui se passe dans la réparation, c'est quoi le marché de la réparation. Et oui. Et puis on arrive au gros mot qui est l'obsolescence programmée. Ouais. C'est une réalité, ça? C'est juste comment dire, une légende urbaine? Alors c'est pas une légende urbaine, mais c'est pas complètement programmé non plus. C'est-à-dire que au fur et à mesure, les produits, on a essayé de les faire de moins en moins chers. Ouais. Donc, qui dit produit fait de moins en moins cher, c'est aussi les plus faciles à concevoir et les plus faciles à industrialiser. Et donc, c'est plus facile. Donc, la réparabilité, elle n'était pas prise en considération. Ouais, donc tu vas souder, tu vas coller, tu vas faire des assemblages de plastique parce que pour mettre plusieurs pièces parce que c'est plus simple. Ouais. Et bref, tu peux pas réparer. Donc c'est pas de l'obsolescence. T'as pas des industriels qui se sont dit il n'y a pas de plan machiavélique. Non, je pense pas qu'ils se soient dit on va vendre plus cher, on va vendre plus souvent et allons-y. Mais c'est juste une vraie évolution qui était de dire consommons, on s'en fout du reste. Donc produisons des produits facilement, vendons-les facilement, revendons-les facilement et voilà, et on est rentré dans ce cercle là. Sauf que moi ça m'allait pas, ça m'allait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc une fois qu'on a fait tout ce boulot, on a fait deux choses. Donc on n'est pas des ingénieurs. Ouais. Alors, ça c'était un premier sujet. Mais par contre, c'est super important. C'est pas mal, c'est assez important. Donc on n'est pas des ingénieurs, mais deux, on a besoin d'écouter les clients. Ouais. On a fait deux choses. On a été voir l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs à Toulouse, oui. Et on leur a proposé de travailler sur un cahier des charges d'un lave-linge, qui serait la première ligne du cahier des charges serait un produit durable et réparable. D'accord, ok. On a choisi ce process parce que c'était intéressant, parce que on disait aussi très vite, on veut pas rentrer, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les codes de l'électroménager, vous avez le droit d'aller chercher des technologies ailleurs. Ce qu'on veut, c'est que elles aient fait leurs preuves, la preuve de leur durabilité. On veut la réparabilité, donc on doit pas être dans des schémas classiques. D'accord. Donc c'était intéressant, et ce qui se passait, c'est que on avait des cohortes de 6 mois. T'avais un groupe d'étudiants qui bossaient sur le projet pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, ils passaient le sujet à la cohorte suivante. D'accord. Okay. Et ça a duré 5 semestres. Et au bout de 2 ans et demi, moi j'étais pas là. Ah oui, c'est long. Jacques m'appelle, me dit voilà, on a lavé du linge. On a lavé du linge avec un proto fonctionnel, épouvantable, pas du tout un truc prêt à être industrialisé, mais en tout cas avec un produit qui répond à notre cahier des charges, c'est-à-dire un produit qui utilise des technologies qui ont fait leurs preuves, qui serait réparable parce que toutes les pièces sont accessibles, parce qu'il y a une réflexion sur la structure. Ouais. Parce que la notion de réparabilité, ton lave-linge qui s'est cassé, il était réparable. C'est juste que économiquement, ça tenait pas le coup. Ouais. Alors c'est économiquement, il y a le prix des pièces et puis aussi la structure. Donc c'est que c'est pas facile. Il y a des pièces auxquelles tu peux pas accéder. Ah oui. Et donc, si tu peux pas accéder à la pièce, tu vas devoir changer le bloc. Et là, le bloc, économiquement, c'est plus rentable. Ouais. Typiquement, t'as ça. Ou sur les cartes électroniques, des cartes électroniques ultra miniaturisées, qui coûtent une blinde, et qui font que, si tu dois changer la carte électronique, il vaut mieux que tu changes l'appareil. Ok. Donc, on a fait ça. Donc, 2 ans et demi, 2 ans et demi pour faire une machine, ça fait long quand même. C'est vachement long, et puis c'est pas fini parce que en fait c'était tout remettre à plat, mais nous ça a été le déclic pour dire on peut le faire, et c'était ça qui était important, parce qu'en parallèle, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait écouté on avait interrogé, et on avait écouté, et alors on a fait des études plutôt en quanti, mais un peu en quali aussi, pour voir si on était les seuls, si ma colère citoyenne, si mon envie de consommer autrement, c'était la mienne, ou si elle était partagée. Et ce dont on s'est rendu compte à travers ces études, c'est que c'était ça. C'était alors pareil, on parlait pas d'obsolescence programmée il y a 6 ans comme on en parle aujourd'hui, mais il y avait des signaux faibles. Il y avait des choses qui nous faisaient dire on n'est pas les seuls, et on va dans le bon sens. Donc
un proto fonctionnel qui tourne, des consommateurs, un marché, une tendance de marché qu'on sent, et on se dit ok, eh ben on y va. Mais alors évidemment pour y aller, c'était pas en dilettante mon institut d'études et on y bossait beaucoup, donc on pouvait pas mener deux choses de front, surtout que c'était un projet un peu dingue. Mais donc on a vendu l'institut d'études. Là encore, une chance de dingue. Enfin, ouais, j'ai ça en tête. Je lis sur LinkedIn un témoignage d'une boîte d'études que je connais, du patron d'une boîte d'études que je connaissais et qui disait, ben voilà, je suis hyper content. Je viens de vendre ma société et j'ai été accompagnée pour faire ça, j'aurais jamais réussi. J'ai été accompagnée par une structure. J'ai lu ça, c'était juste le bon moment. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé cette structure et je leur ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? On les a rencontrés, ils nous ont dit, ben voilà, ok, voilà ce qu'on en pense. Dans un an, vous aurez vendu et vous aurez vendu tant. Ok. Si vous le dites, donc nous on est sortis. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont gentils. Alors on s'est dit qu'ils étaient gentils au début parce que on n'y a pas cru, mais bon, on s'est dit allons-y et tentons le coup. Un an après, on avait vendu au prix qu'ils nous avaient annoncé. D'accord. C'était chouette et donc là on est en octobre 2018. On a vendu notre boîte. Ça te fait quoi de la vendre, parce que quand même tu l'as créée, tu l'as développée. Ça marche bien, a priori tu la vends bien. C'était un vrai passage d'étape. Alors j'ai accompagné les acheteurs pendant quelques mois, ce qui m'a permis de pas couper le cordon d'un seul coup d'un seul. Mais c'était bien. En fait, franchement, c'était bien parce que je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'avais besoin de passer à autre chose. Et le plus dur, ça a été de dire au revoir à mes clients, franchement. Mais bon, je leur parle encore et puis ils t'invitent dans leur parc de loisirs. Les pauvres, ils sont fermés. Là, franchement, c'était pas la meilleure période pour eux. Mais voilà. Mais en tout cas, c'était humainement que ça a été difficile. Pas professionnellement parce que j'avais envie de passer à autre chose. Alors, il y a quand même une question, parce que en allant vers ce marché de l'électroménager, c'est un marché qui demande beaucoup, alors déjà des investissements en amont, puis après ça demande de produire. Enfin, c'est très capital intensive, comme on dit. C'est moins compliqué. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table avant d'espérer vendre quelque chose. Alors, je peux comprendre que il y a une partie qui vient de la vente de votre boîte, mais c'est peut-être pas forcément suffisant. Enfin, comment vous réfléchissez ça à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on monte la structure, on réfléchit à la structure et on prend une décision qui est une décision forte, deux décisions. La première, c'est de dire on veut faire une marque d'électroménager. Donc petit et gros. Et le sujet pour nous, c'est de vendre des produits durables et réparables. Et on se dit des produits pour la vie globalement. Et donc la première décision, c'est de se dire on va pas arriver sur un marché aussi compliqué avec un lave-linge. Là maintenant tout de suite parce que trop lourd à tous les niveaux, trop lourd en termes industriels, trop lourd en termes de logistique, et puis en termes de promesses clients, comment tu vas arriver avec un produit relativement cher en disant croyez-moi, il est réparable à vie, voilà. Donc on se dit puis c'est un produit excuse-moi, mais c'est un produit qui est critique dans une famille. C'est critique le lave-linge, hein. Et plus t'as d'enfants, plus c'est critique. Non, mais c'est clair. Donc tout ça fait qu'on se dit, on va d'abord installer tout avec un produit de petit électroménager. D'accord. Ça c'est une vraie décision très très fondatrice et très stratégique pour nous. C'est de dire voilà, on va installer tout avec du petit électroménager. Et quand je dis installer tout, c'est parce que notre démarche, elle est complète, assez radicale et complète. C'est-à-dire que on éco-conçoit, mais aussi on a pris la décision de produire et d'assembler, d'industrialiser nous-mêmes et d'assembler nos produits, ensuite de les vendre. Et donc ça veut dire encore plus capital intensive. Exactement.
Ça veut dire vous êtes dingues les gars, oui. mais bon voilà, on l'assume, on y croit. Et pourquoi on prend la décision de gérer la production? Parce que autour de nous, on voit que il y a d'autres gens qui ont pensé à faire ça, à faire notamment du durable, et qui se sont cassés les dents parce que ils ont pas géré, ils ont décidé d'externaliser l'industrialisation. Oui. Donc nous on prend la décision d'internaliser l'industrialisation. Et si on intègre l'industrialisation, on va au bout de notre démarche citoyenne et on dit on va produire le plus localement possible. Ce qu'on veut, c'est relocaliser, c'est produire en France. Okay. Pourquoi produire en France? Pour des raisons écologiques et des raisons environnementales, et des raisons sociales. C'est un des vrais piliers de notre approche, c'est de se dire nous ce qu'on veut c'est une production qui soit une industrie réellement socialement responsable, inclusive et qui permette de créer des emplois locaux pérennes et qui ait du sens. Ouais, d'accord. Une fois que j'ai dit ça, tu vois un peu je vois l'ambition, je vois le positionnement, très RSE, etc., etc. C'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple, mais on a la volonté, on a l'expérience, parce que malgré tout, même si c'était des expériences dans d'autres domaines, on sait faire certaines choses, et on sait surtout être très humble, et apprendre des autres et échanger et être très ouvert. Et ça nous permet de discuter, de nous ouvrir et d'apprendre énormément, et de structurer la première production de notre premier produit, en se disant voilà, donc t'as une partie éco-conception. Ouais. Ensuite, tu as une partie industrialisation. Sur cette partie industrialisation, il va falloir qu'on noue des partenariats solides, mais avec des gens dont on partage les valeurs, et qui auront envie de prendre le risque avec nous. Parce que même s'ils investissent pas dans la boîte, quand tu demandes à un industriel de faire des produits, ça veut dire beaucoup d'études au préalable, ça veut dire beaucoup de tests, ça veut dire prendre un risque avec toi. Donc, nouer des partenariats solides, trouver les acteurs avec qui on va nouer ces partenariats solides. Et puis, sur la dernière partie de la chaîne, qui est la partie assemblage, on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est donc cette vision d'inclusion qui était importante, et on s'est rapproché, on a eu la chance de rencontrer à ce moment-là une entreprise industrielle adaptée. D'accord. Donc, une entreprise industrielle adaptée, ça veut dire que c'est vraiment un acteur industriel, et adapté, c'est que eux, ils emploient essentiellement des personnes en situation de handicap. Donc, ils ont une vision particulière, puisque les postes sont créés pour être occupés par des personnes en situation de handicap. Oui. Donc, c'est une structuration un peu particulière, et nous, on a adoré ces gens. Ça tout de suite matché entre eux et nous, et on s'est dit voilà, on a envie de commencer avec vous, de nous permettre nous de nous développer, mais de vous permettre aussi de vous développer. Et donc le partenariat qu'on a avec cette structure qui s'appelle Aero 15 IMCA, qui est à Toulouse, c'est de monter avec eux toute la structuration de l'unité de production. Donc on a les équipes, on a les outils, on a le modèle, on a la partie logistique, et une fois qu'on aura fait 10 000 pièces chez eux, l'objectif, c'est de proposer aux collaborateurs de Aero 15 IMCA de venir rejoindre les équipes de Keep It. D'accord. De sortir, alors pour eux c'est intéressant parce que ça rentre dans le process, ça s'appelle sortie positive, c'est un terme horrible, mais pour l'entreprise adaptée, réinsertion, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas super valorisant mais il se trouve que c'est un des objectifs des entreprises adaptées, donc pour eux c'est chouette, et pour nous ça nous permet vraiment ça nous a permis tout de suite de commencer avec une structure qu'on n'aurait pas pu avoir évidemment en partant tout seul. Donc on a monté tout ça. Alors parce que là t'as le produit, on va dire, t'as le concept du produit, t'as la conception du produit, tu peux produire, mais pas encore. T'es en capacité de éventuellement tourner la clé. Ouais. Mais t'as pas de client. Ça met longtemps. Mais j'ai pas de client.
mais j'ai pas de clients, donc j'ai un prototype, j'ai un premier prototype. Là, pareil, c'était un petit challenge que j'avais donné à Jacques. On vend notre institut d'études en octobre 2018. En novembre, je me trouve à aller au salon du Made in France pour la première fois. Je découvre ce salon et je sors de là et j'appelle Jacques et je lui dis, je te préviens, l'année prochaine, on est là et on vend notre premier produit là. Il rigole doucement. Il avait raison, mais c'est pas grave. Ouais, ça te ressemble bien, en fait. Voilà. Il faut un peu d'ambition dans la vie. Donc, et un an après, on n'avait pas de produit, mais on avait un prototype. On avait un prototype, on avait une démarche. Ouais. Et en fait, on était présents sur le salon avec un tout petit stand, mais on était là avec notre proto, avec la vision de notre démarche. Et ce qui a été dingue, c'est que juste avec ça, on a rencontré vraiment les premiers keepers, donc les premiers futurs consommateurs. On a eu une adhésion de dingue à notre proposition. On a eu tout de suite pas mal de presse, ce qui est génial. Ouais, parce que quand on va sur le site web de Keepit et dans la rubrique On parle de nous, c'est dingue. C'est impressionnant, hein. Ouais. T'as même fait de la télé, Karen. Ouais, trop drôle. J'ai pas fini, c'est hyper drôle. Classe. Mais tout de suite, on a eu beaucoup de presse et en plus, on a gagné un prix sur ce salon. D'accord. On a gagné un prix de l'innovation. Et là aussi, c'était une aventure de dingue parce que je remplis le dossier en me disant, t'es mignonne, mais nous, c'est vraiment pas une innovation technologique. Ce que je vendais, c'était une innovation d'usage sur le produit, je t'en reparlerai. Une innovation d'approche. Enfin, voilà, c'était tout sauf de la tech. Oui, et je reçois la liste des 5 shortlistés. Et globalement, t'avais du paiement en ligne, t'avais un truc, c'était ultra technologique. Ouais. Et là, je dis, alors, soit j'ai aucune chance, soit il y a que moi, parce que c'était pas du tout comparé en termes de comparaison, c'était pas du tout comparable aux autres produits. Et en plus, ils ont été terribles parce que j'essayais de savoir et en fait, on n'a pas su. On n'a vraiment pas su qu'on avait gagné. C'était hyper drôle parce que la remise du prix, c'est le premier soir du salon à 18h et à 17h55, il y a la fille du salon qui passe sur mon stand et qui dit ça serait sympa que vous veniez pour la remise des prix. Donc là, je me suis dit, bon, si elle me dit ça quand même, mais il était 17h55. Donc en fait, vraiment, on le savait pas. Et le prix, ça a été super bien en termes de visibilité. Donc, première rencontre avec la presse, première rencontre avec les keepers, et puis tout de suite un prix. Et donc, ça commence à sentir bon, tout ça, quand même. Ça commence à sentir bon. On a recruté à ce moment-là le premier membre de notre équipe, un ingénieur, puisqu'on avait un proto, il nous fallait quelqu'un pour orchestrer l'industrialisation. Donc, on recrute une première personne qui est ingénieur, mécatronicien, qui est un mec juste génial. Et qui mécatronicien, c'est quoi? Mécatronicien. Ah, mécatronicien, d'accord. Ouais. Et qui dit... qui est super aligné en termes de valeurs avec nous et il dit ok je pars avec vous, on y va et donc on commence à travailler sur comment d'un prototype tu passes à la phase d'industrialisation. Il y a un énorme travail de sourcing super compliqué, mais on avance petit à petit et tu as pas dit maintenant... Karen, t'as pas dit encore que c'était une bouilloire votre produit? J'ai pas dit encore que c'était une bouilloire. Je vais en parler après de ma bouilloire géniale, ma bouilloire multifonction, parce que c'est bien plus qu'une bouilloire. Mais donc on avance, vraiment. Enfin, c'était une chouette période où c'était difficile parce que très dur de trouver un fournisseur d'inox, ultra compliqué, très dur d'avancer. Certains renoncements parce qu'on voit que le système de chauffe qu'on a choisi, il n'est pas produit, il n'existe pas ni en France ni en Europe. D'accord. Donc obligé d'aller en Chine pour le chercher. Aucun choix, aucune possibilité de faire autrement. Donc voilà, tu vois, c'est des périodes, t'es hyper content et puis après t'es désespéré parce que t'as lancé des études et puis ça marche pas. Enfin bref, c'est les montagnes russes émotionnel, non-stop. Mais on dit, on avance bien, on va maintenant, il va falloir qu'on aille chercher des sous. Oui. Et oui, il va falloir qu'on aille chercher des sous et donc on rencontre d'abord plutôt les institutionnels, donc on rencontre la BPI, on rencontre des banques et la BPI
Ça se passe super bien et ils nous accordent le statut d'entreprise innovante. D'accord. Et ça, c'est une super ouverture quand tu veux te lancer surtout dans une entreprise capitalistique. Ça donne quoi? Ça donne des garanties. Alors, ça donne des prêts. D'abord, donc tu peux négocier des prêts avec la BPI, mais c'est surtout une vraie caution par rapport au réseau bancaire traditionnel. Ouais. Donc t'as pas le même statut. Si le dossier a été validé par la BPI avant, c'est que bon, il y a quelque chose. C'est qu'ils peuvent le regarder. Mais donc ils peuvent le regarder, mais ils nous disent mais vous êtes gentils, vous êtes mignonnes, vous racontez votre histoire, c'est génial, on a trop envie d'acheter votre produit et tout ça, mais est-ce qu'on est les seuls? Il nous faut une preuve de marché. Ok, il faut une preuve de marché, mais on n'a pas de produit. Alors, comment tu fais une preuve de marché quand t'as pas de produit? Eh ben, tu fais ce qu'on appelle du financement participatif, donc du crowdfunding. C'est-à-dire que tu vas vendre un projet à des futurs consommateurs qui savent qu'ils prennent un risque avec toi. Donc, je commence à travailler. Un risque très limité, hein, puisque en gros, ils s'engagent à acheter si jamais ça se fait. Exactement, exactement. Mais ils s'engagent quand même ils déboursent quand même de l'argent, ils s'engagent quand même autour d'un projet plus que d'un produit. Donc je fais une petite analyse du marché, je trouve une plateforme qui est la plateforme Ulule avec qui ça match super bien. J'aime beaucoup leur approche, c'est une plateforme française. J'ai une conseillère qui est incroyable, elle répond à tous mes milliards de questions, je me dis mais la pauvre parce que pareil, j'avais jamais fait. Donc je découvre tout, mais il faut que ce soit bien. Donc je suis un peu pénible et très pointilleuse, et donc on commence à monter toute la campagne. C'est quoi les difficultés que tu as vues justement sur le fait de monter cette campagne? Nous, on n'avait jamais fait de comme ça, donc il faut que tu crées, il faut que tu fasses un film, il faut que tu crées un univers visuel autour de ta campagne, il faut que tu crées, tu réfléchisses à l'animation de cette campagne, il faut que tu arrives à faire du bruit. Enfin, tu vois, il y a plein de sujets, des sujets plus ou moins compliqués, plus ou moins triviaux, mais malgré tout, il faut que visuellement ça le fasse, que les gens aient envie de regarder ton film, qu'ils ont envie de regarder, il faut que tu trouves les bonnes contreparties. Enfin, maintenant ça me paraît facile, mais sur l'instant c'était pas si simple. Et puis il y a je sais pas si c'est un piège ou en tout cas un biais, parce qu'on a l'impression que on va accéder immédiatement à une foule de potentiels, sauf que pour aller au-delà de tes amis et de ta famille, et il faut bosser, exactement. En fait, je découvre ça aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que ce qui se passe sur ces plateformes, globalement, ils te disent, c'est d'abord une plateforme de mise en ligne de ton projet, avant tout. Et c'est toi qui vas faire. C'est toi qui vas amener tous les premiers consommateurs. Absolument. C'est toi qui vas devoir prouver que ton produit vaut quelque chose avant qu'ils t'ouvrent les vannes, eux, de leur communauté via leur communication. Donc le début, c'est toi. Tu dois d'abord prouver que tu as de la traction. Exactement. S'il y a pas de traction, ton produit, il y a je sais pas combien il y a de campagnes en même temps sur la plateforme. Donc juste ton positionnement sur la plateforme dépend du nombre de ventes que tu fais chaque jour, par 24 heures. Donc si tu fais pas de vente, tu dégringoles très très vite au bout de la plateforme, et ça fonctionne pas. Donc il y a un gros travail à faire en amont de création de fichiers. Donc je t'ai dit, nous on avait eu un prix, on avait eu de la presse, on commençait à avoir, c'était assez marrant, on avait sorti notre site internet. Et on commençait à avoir vraiment des gens qui s'inscrivaient spontanément à la newsletter en disant ça me plaît trop, j'ai envie d'en savoir plus. On trouvait ça incroyable. C'est génial d'avoir ça. C'était et puis sans qu'il y ait de démarche, hormis cette présence sur le salon du Made in France, et puis la presse, parce que ça a quand même vraiment beaucoup joué pour la visibilité. Et donc on commençait à avoir une petite base. On avait 3000 personnes inscrites sur notre plateforme. C'est pas dingue, mais c'est pas rien non plus. Pour un truc qui n'existe pas. Donc on avait tout ça, et puis Lucille, donc qui s'occupe de moi chez Ulule, me dit maintenant il faut que tu fixes un objectif. Les banquiers me disaient il te faut une preuve de marché, ok, et donc on dit on va fixer. Alors elle me dit il faut que ton objectif il soit atteint dans les premières 24 heures, sinon t'arriveras jamais à faire décoller ta campagne dans l'algorithme de la plateforme.
Donc pour ça, elle me donne tout plein de tuyaux. Il fallait que j'ai prévu une liste de 30 personnes qui étaient sûres d'acheter mon produit, que je leur envoie un SMS au moment où j'appuie sur le bouton pour qu'ils commencent. Fallait préparer le truc, oui. Ah ouais, il y a une stratégie de dingue. Donc je fais tout ça, on affiche nos 10 000 euros. Évidemment, avec Jacques, on se dit, avec 10 000 euros, on sera content, mais c'est pas la preuve de marché qu'on attend. On espère en faire 150. On se met bien une bonne petite pression. Et là-dessus arrive. Donc en fait, on devait lancer la campagne le 30 mars 2020. Oups. Et ouais. Donc le 12, on était en train de finir le film, qui n'a jamais été fini parce qu'on devait retourner des scènes le 17. Ouais. Donc il a fallu monter autrement. Et donc tout s'arrête. Sidération comme tout le monde. Voilà, je pense qu'on a tous vécu cette espèce de moment incroyable où tout s'arrête. Et nous, on se dit, on fait quoi? Parce que comme on en a parlé, on avait commencé à investir beaucoup d'argent dans l'histoire et on n'allait pas perdurer comme ça indéfiniment sans avancer, sans travailler sur le financement, sans vendre. Et ben là, on fait ce qui est pour nous très logique parce que c'est notre vision et puis c'est une marque qu'on veut être une marque vraiment centrée sur une communauté. Donc on écrit à tous les gens qui s'étaient inscrits sur notre fichier, donc les keepers, et on leur dit voilà la situation. Nous, on avance, on a besoin, très clairement, on a besoin d'aller plus loin maintenant et on veut votre avis. Est-ce qu'on lance maintenant la campagne? Tout est prêt pour lancer la campagne. On avait prévu de le faire. Est-ce qu'on la lance maintenant? Ou alors est-ce qu'on attend la fin du confinement? Et en appuyant sur le bouton, c'est quand même beaucoup de pression. Un peu fébrile, ouais. Ouais, parce que clairement économiquement ça allait commencer à être bien tendu si on faisait rien, surtout que on savait pas du tout combien de temps ça allait durer cette histoire. Mais oui. D'ailleurs on le sait toujours pas. Toujours pas. Donc on envoie ce mailing et là se produit encore un truc de dingue, c'est-à-dire que 80% de nos mails sont ouverts. Ouais. Donc tous les gens qui font des mailings se disent mais c'est quoi cette histoire? 80% de nos mailings sont ouverts et il y a 60% des gens qui répondent. Donc non seulement ils ouvrent le mail, ils lisent le mail, mais en plus ils répondent à la question. Alors que quand tu fais normalement si tu atteins les entre 10 et 20%, c'est déjà c'est déjà exceptionnel, donc ouais. Exactement. Un truc incroyable. Donc en fait même sans avoir lu la réponse, je m'étais dit c'est bon quoi, on a le truc parce que ils sont 57% à dire allez-y. Donc ils nous en font pas plus. La majorité. Donc on a la majorité, on y va. Donc on fignole l'histoire, on fait cette fameuse liste avec tous les noms. Ouais. Je mets le projet sur la plateforme et puis c'était marrant parce que sur cette plateforme tu pouvais t'abonner tu peux t'abonner sur Ulule à un projet, tu peux dire je veux le suivre. Oui. Et c'était marrant parce que donc Lucille qui s'occupait de nous chez Ulule me disait c'est marrant quand même, t'as de plus en plus de gens, ça sent bon ton projet, en plus il me plaît, mais en plus il a l'air bien parce que il y a vraiment beaucoup de préinscriptions. Mm-hmm. Et donc le jour du lancement de la campagne, j'appuie sur mon bouton, j'ai mes SMS de prêt et tout ça, j'appuie sur mon bouton et là je peux pas me mettre à envoyer mes SMS parce que je suivais en direct et je vois une vente, deux ventes, trois ventes et 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. En 20 minutes, on avait fait les 10 000 euros qui était l'objectif. Incroyable. J'avais même pas eu le temps. On voyait. T'avais pas appelé ta base proche. Non. Et mon mari, il a eu la 12e. Il avait trop les boules parce que il voulait la première et il l'a pas eu. C'était incroyable. Ce moment, c'était incroyable. Et franchement, les campagnes de financement participatif, quand ça se passe comme ça, c'est un moment, mais de dingue. Ah ouais. Avec tout de suite beaucoup de commentaires et on a commencé à échanger. Donc, moi, j'ai pris la décision à ce moment-là parce que c'est une marque communautaire qu'on crée. Donc, de répondre à tous les messages, d'écrire, moi, signé Karen, à tous les gens qui nous posaient des questions. Et donc, on a vraiment commencé tu te caches pas derrière discuter. Un service client. Ah non, okay. Bah non, là c'est pas ça. Là c'était nous. Et donc, on a vécu 30 jours de dingue. Puisque en fait c'est pas 100 000 euros ni 150 000 qu'on a fait, c'est 245 000 euros
en 30 jours et on a prévendu plus de 1000 bouilloires multiples. Ce qui me semble, alors, ok, il y a les chiffres de ce qu'on voit aux États-Unis, etc., où en général ça peut exploser aussi, mais en France, je suis pas persuadé qu'il y en ait tant que ça des. Non, on a été tout de suite dans les 25 meilleurs projets les mieux financés sur la plateforme, sachant que tu vois, c'est les jeux vidéo en termes industriels, ils avaient jamais eu un projet qui faisait un truc comme ça. Ouais, je comprends. Et enfin ouais, c'était totalement dingue. Et donc on a fini, on avait notre preuve de marché. Il fallait qu'on continue à travailler l'industrialisation, mais voilà, on avait vraiment quelque chose et ben derrière ça s'arrête pas, il a fallu passer à l'étape d'après, nouvel apprentissage, ça a été de dire on a le marché, on a les banques qui nous suivent, mais les banques elles financent une partie mais elles financent pas tout, donc il va falloir faire une levée de fonds. Et là, engagement dans la nouvelle l'aventure levée des fonds. Découverte d'un nouveau monde. Et totalement, mais ça, je pense que tu as déjà parlé avec des gens qui font des levées de fonds, mais tout est à apprendre, tout est à découvrir. D'abord, il faut apprendre le jargon. Oui. Donc, la première étape, c'est j'apprends pré-monnaie, post-monnaie, ratchet, tout ça. Exactement. Première étape, j'apprends la langue. Parce que le premier rendez-vous, non, mais c'est vrai, les premiers rendez-vous, si tu utilises pas le vocabulaire, mais t'es pas crédible. Bah oui, tu passes pour un guignol. Tu passes pour un guignol. Donc, première étape, t'apprends la langue, t'apprends à t'en servir. Et puis après, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas pitcher Déjà, t'essaies de décrocher les rendez-vous, peut-être. Non, ça allait. Ça, on a eu de la chance, mais ouais, on a eu de la chance. Ça revient souvent, ça, j'ai l'impression. Je confirme. Ouais, ça revient souvent, mais je sais pas, en tout cas, peut-être qu'on sait la saisir, j'en sais rien, mais enfin, je regarde qui mon projet peut intéresser. Donc je m'intéresse, je fais des recherches et je tombe sur une structure dans laquelle il y a un fonds d'investissement, mais c'est surtout une structure qui accompagne, qui est plutôt une structure qui accompagne des projets, qui s'appelle Make Sense. Et qui me semble très très aligné en termes de valeurs. Je remplis un petit formulaire sur internet en disant voilà, et puis je reçois 10 jours après non, votre projet nous intéresse pas, rentre pas dans notre grille. Ok, alors je me dis c'est quand même dommage parce que moi je trouve que ça rentre pourtant. Ça rentre très bien. Et là oui, c'est encore de la chance. Il y a une des analystes de Make Sense qui a lu le dossier. Et il y a un salon, un truc Change Now sur un salon réel, et elle m'envoie un message, je m'inscris sur Change Now et puis elle me dit je voudrais vous rencontrer. Donc sur ces salons, c'est de plus en plus c'est assez marrant, mais donc tu as des espaces pour te rencontrer avec une table, tu as 25 minutes pour avoir ta table ou un quart d'heure, je sais pas. Et donc je rencontre Margot et puis on commence à parler et puis au bout du temps, on nous dit vous pouvez dégager de la table, on se bouge, on va à une autre table et puis en fait on est resté 1h30 et en partant de là elle dit moi il faut que j'en parle chez moi parce que j'ai trop envie qu'on accompagne Keep It. Et pourtant ils avaient dit non. Et ils avaient dit non, ouais, mais bon, c'était pas rencontré. Et donc, elle me dit j'ai trop envie et 2 jours après, parce que je m'étais pas trompée, on était fait pour travailler ensemble parce qu'on a une logique très très commune. 2 jours après, je reçois un message, elle me dit si tu veux, je te fais rencontrer une des dirigeantes de la boîte mais ça engage à rien, tu la rencontres. Donc Jacques vient à Paris, on rencontre Alizée qui est une des dirigeantes de la boîte et rendez-vous juste incroyable. Enfin, c'est super alignement. Nous on sort de là, on dit mais bon, c'est génial, on a trop envie de travailler avec eux. Et elle nous propose sans nous proposer, mais ça on l'a compris que plus tard parce que pour nous c'était plié, on allait travailler avec eux, c'était bon. Mais finalement c'était pas si simple, c'était pas si clair. J'ai su après que c'était pas si clair. Ils n'avaient pas sorti une term sheet comme on dit. Non, voilà. Mais très vite les choses se mettent en place et on rentre dans un programme qui nous a bien aidé, qui était une sorte de programme d'incubation
l'incubation à la levée de fonds. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, je pense que j'ai pas vu la difficulté d'avoir les rendez-vous, parce que tout de suite, je pouvais m'appuyer sur tout ce que j'ai appris dans cette période d'incubation. Je pouvais m'appuyer sur eux. Je pouvais dire, je vous appelle de la part d'eux. Oui. Et finalement, ça a été, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait des petits concours parce que quand tu es un entrepreneur, un start-upper, tu fais des concours, tu gagnes des concours, tu gagnes en visibilité. Et de là, des concours, j'ai fait des concours autour de la levée de fonds. Et j'ai gagné une session régionale d'un concours de pitch qui faisait que ça m'a ouvert 4 réseaux de business angels qui m'ont contacté. Et donc voilà, ça s'est fait plutôt. Tu as gagné tes lettres de crédibilité sur la logique de levée de fonds et de financement, quoi. Exactement. Et donc on avance sur ce sujet-là, mais comme on a un projet très clair en tête et j'en ai déjà parlé, c'est un projet très communautaire, notre histoire. La communauté d'équipeurs, elle est ultra importante pour nous et on est en train de voir comment on va structurer cette levée de fonds. Et là, Jacques dit oui, mais il faut que les keepers soient intégrés. Il faut qu'on donne la possibilité aux keepers d'être intégrés aussi dans cette levée de fonds. Oh, ça va compliquer l'affaire, ça, Steph. Ouais. Donc je dis t'es sûr? Oui. Alors ok. Alors on vient de finir une campagne de crowdfunding. C'est pas grave, on va aller regarder des plateformes de crowd equity et puis on va se remettre dans la même histoire. Donc je rencontre les gens de lita.co, de Tudigo. Super intéressant. Crowd equity, en gros, c'est la foule qui participe à une augmentation de capital d'une société. Exactement. Tu deviens actionnaire de la société, mais voilà, c'est pas de l'actionnariat individuel. Tu rentres dans un véhicule d'investissement et ces structures-là fonctionnent un peu comme Ulule, c'est-à-dire c'est des plateformes. Tu mets ton projet, t'animes ton projet et tu collectes les fonds. Mais moi, ça m'allait pas. Ça m'allait pas parce que ça mettait un intermédiaire entre le Keepers et nous. Oui. Puisque la plateforme, c'est la plateforme qui devient actionnaire. Tu vois, elle monte un truc et c'est la plateforme qui devient actionnaire. Mais donc, mais Karen, c'est aussi parce que si tu as 300 petits actionnaires avec 4 actions, toi, en tant que dirigeant, tu te retrouves avec des conseils d'administration de fous furieux. Ouais. Et c'est pour ça que on a parlé à notre avocat, on avait un avocat pour travailler sur la levée de fonds, et on lui dit voilà, nous on aimerait bien pouvoir permettre aux keepers de rentrer, on n'a pas envie de passer par une plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il réfléchit, il travaille et puis il nous fait un projet, parce que t'as pas le droit de faire de l'appel à l'épargne publique, tu sais, c'est pas légal. Donc il monte un dispositif légal, et c'était super drôle parce que il fait ça. Et il disait tout le temps, oui, j'ai fait ça pour vos petits keepers. Parce que il se disait, mais ils sont mignons, ils croient ils vont dire coucou, c'est nous, et que tout le monde va les suivre. Et il était marrant parce qu'il disait tout le temps vos petits keepers. Et donc on dit, on a la structure, on envoie un premier mail à toute notre base, on reçoit 250. Donc un mail où on disait voilà, Keepit est en train de faire une augmentation de capital. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des informations? On reçoit 250 marques d'intérêt. Des gens qui nous disent oui, j'ai envie de savoir. Donc déjà on trouve que c'est beaucoup, mais voilà, c'est chouette. Et donc on commence à envoyer des informations. On propose une réunion par Zoom. Alors pour ça, pour le coup, c'est chouette parce que c'est plus facile de réunir tous des gens de partout en France et notre avocat et donc on organise une réunion qui dure 2 heures, réunion pendant laquelle il va répondre à toutes les questions et on envoie une nouvelle information avec une lettre d'intention. Et on reçoit 109 lettres d'intention
C'est énorme. Pour un montant, en fait, de plus de 250 000 euros. On s'était mis ça comme plafond. Et donc, des petits keepers, l'avocat, il a arrêté de dire que c'était des petits keepers. Ils ont passé du statut de petits keepers à keepers tout court parce que finalement, ça en fait un actionnaire important qui nous a permis de structurer cette première levée de fonds avec 2 fonds à impact. Donc, le fonds de Make Sense dont je t'ai parlé, et un deuxième fonds qui est le fonds de France Active, qui est pareil, une structure vraiment chouette avec laquelle on est vraiment aligné et on est content de les avoir à notre table. 2 fonds, 2 business angels individuels qui avaient trop envie de partir et d'être là en leur nom, et puis les 109 keepers qui sont dans une société d'investissement qui s'appelle Keepit Investissement, mais qui sont aussi présents autour de la table. Ok, je comprends. Et donc là, on est à peu près à ce moment-là, c'est ça? Et alors, on est presque à ce moment-là, mais on est un peu plus loin que ce moment-là, puisque là maintenant, tout ça nous a permis de faire grandir l'équipe. Donc de 3, on est passé à 6. On a doublé les effectifs. On a doublé les effectifs. En fait, on est même 6 un quart parce qu'on a un DAF, mais il est à temps partagé parce que, mais il fait partie de l'équipe quand même. Donc, on a doublé les effectifs. On a commencé à travailler sur des nouveaux produits et puis surtout, on a finalisé l'industrialisation de notre produit parce que tout ça, évidemment, en parallèle, on travaillait sur le produit. En parallèle, tu as le Covid qui a bouleversé tous les échanges industriels sur la planète et qui a fait que de nous mettre des bâtons dans les roues et qui nous a bien pourri la vie. Mais comme tout le monde, donc on peut pas se plaindre. Et en même temps, est-ce que tu penses pas que le volume de votre succès, par exemple, sur le crowdfunding, vient aussi de réflexions qui sont dues à la situation Covid? C'est possible. C'est possible. Ça a été un élément amplificateur. En tout cas, ça a peut-être permis à des gens d'avoir le déclic. En fait, des gens qui se posaient les questions, de se dire oui, c'est plus possible, quoi. On peut pas être. Il y a un moment où il faut que ça change. Et donc nous, on dit bien que notre électroménager va durer longtemps, et on dit aussi qu'on veut changer le monde en commençant par l'électroménager, et on a trouvé sur le chemin d'autres gens qui se disent que aussi ils ont envie de mettre leur pierre à l'édifice et changer le monde. Donc oui, ça en attendant, ça a été positif. Ça t'a pas facilité la tâche quand même. Au niveau industriel, franchement, on a tout eu. Je pense qu'on aura encore d'autres trucs, hein. mais des prix qui décuplent en 2 jours parce que finalement c'est comme ça et c'est pas autrement. Des matières premières qui existent un jour et puis qui n'existent plus le lendemain parce que on est en grande pénurie. Des unités de production qui ferment parce que Covid et ça te met 30 jours dans la vue, sauf que quand t'as 30 jours et comme chaque chose est dépendante de la précédente, t'as perdu ton créneau chez l'industriel qui devait usiner un certain nombre de pièces, ça te met 3 mois de retard. Voilà, on a un peu enchaîné, mais là on est bien. On voit vraiment le bout du tunnel. On a commencé hier réellement les premiers montages des jarrelles qui vont commencer à être livrés, qui vont pouvoir commencer à être livrés à partir de début mai, ça commence à monter pour livrer début mai, on monte, fin mai. On va livrer juin. On va livrer à partir de juin. OK. On va livrer à partir de juin et on est trop contents. Mais je comprends. Mais ça veut dire aujourd'hui, je sais pas, sur votre site web, on peut aussi acheter en direct ou pas? Ouais, exactement. On a continué à vendre depuis la fin de la campagne. On a continué à vendre. On a aujourd'hui pas loin de 2000 jarrennes qui sont vendues. Donc on a vendu quasiment autant. C'est pas mal, hein. Ouais. Non, mais c'est ça, sans qu'on fasse quoi que ce soit, parce que c'était pas le moment. Donc tu vois, on construit notre communication sur les réseaux sociaux. On construit plus que agir. On construit, mais c'est vrai que on a des bons retours. On a des gens que le projet motive. Tu l'as dit, vous avez travaillé aussi sur d'autres produits, mais si on s'arrête 2 secondes sur la bouilloire, il y a un truc
puis c'est mon côté geek certainement, c'est que votre bouilloire elle est en open source. Ouais. C'est-à-dire c'est que un choix. tous les plans sont disponibles, tout est disponible. Ouais. Alors, l'open source, ça fait partie de la logique de Keepit. Donc, c'est une logique communautaire et l'open source. Donc, c'est pas un produit high tech, mais c'est un produit qu'on veut voir évoluer et qu'on veut faire vivre, et on veut impliquer au maximum les utilisateurs dans la vie du produit. Donc tout est en open source pour que les consommateurs puissent réparer le jour où ils en auront besoin, ils puissent réparer, ils ont tout pour réparer tout seuls. Mais aussi et surtout pour ceux qui ont envie de faire évoluer le produit, ils ont la possibilité de le faire dans le cadre de l'open source. Donc, le cadre de l'open source, c'est que ils ont la possibilité de le faire et ils ont le devoir de nous en informer et de partager avec nous ces améliorations. Et ces améliorations, quand elles seront développées, partagées avec nous. Nous, on verra comment les industrialiser avec la personne qui les aura développées et on commercialisera, et à ce moment-là, la personne qui aura développé l'amélioration, elle sera rémunérée sur la commercialisation. C'est vraiment impliqué au maximum. Donc ça a cet avantage-là, c'est important. Ça, c'était vraiment nous, c'était ça notre point de départ d'open source. Mais c'est aussi une autre façon de voir. C'est un autre monde qu'on construit, et de se dire rester. Notre objectif, c'est pas de rester fermé sur nos innovations, mais c'est bien d'essayer de les rendre les plus ouvertes sur le monde possible pour faire avancer tout le monde. Oui, et puis là où vous avez raison, c'est que en tout cas dans le cas de la bouilloire, c'est pas de la haute technologie, au contraire, vous êtes appuyé sur des technologies qui sont robustes, qui existent depuis un bon moment. Ce qui fait la force de la marque. Alors OK, honnêtement elle est belle, il y a un vrai design etc. OK, bon, ça c'est un point, mais ce qui fait la force justement, c'est la communauté, c'est le sens, l'engagement, les moyens de production, enfin la manière de produire qui donne un peu de profondeur à un produit qui finalement est quasiment un bien de consommation. Enfin, c'est un bien de consommation, mais tu vois ce que je veux dire. C'est tu donnes du sens et de la profondeur à quelque chose, et c'est ça qui fait la valeur. Exactement, et l'open source en fait partie, tout comme la manière dont on est produit, et tout comme le produit lui-même, parce que donc on va en parler de Majaren. Mais oui, vas-y, allez, fais-moi l'article. ma bouilloire, c'est aussi cette même volonté, c'est-à-dire que donc le point de départ, c'est une bouilloire, elle fait chauffer de l'eau, mais la démarche, c'est de dire on va consommer moins mais mieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un produit industrialisé a un impact négatif à 3 moments de sa vie. Très fort au moment de l'industrialisation, parce que c'est de l'industrie, donc tu génères beaucoup d'impact négatif de CO2. Pendant son utilisation, un peu moins, et quand il devient un déchet. 3 étapes. Nous, sur ces 3 étapes, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, pour l'industrialisation, on va éco-concevoir, on va fabriquer en France, on va essayer d'être le plus local possible, on va chercher des technologies et des matériaux recyclables ou recyclés, on va privilégier l'inox, on va faire tous ces éléments pour limiter au maximum l'empreinte de notre bouilloire au moment de sa conception. OK. Ensuite, sur l'utilisation. Donc, nos technologies, elles permettent d'être moins gourmande en termes de consommation d'énergie. Alors, moins gourmande parce que ça reste comment t'as résolu en fait ton problème de système de chauffage, là? Alors, notre système de chauffe, c'est un TFE, ça s'appelle. C'est un thick film element. C'est pas une résistance, c'est une sorte de résistance imprimée. L'intérêt de ce système de chauffe, c'est il est hyper robuste. Il est utilisé dans l'aéronautique pour faire dégivrer les ailerettes des avions. Pour quelqu'un qui connaît rien, je trouve que t'es vachement calé. Mais je me suis un peu renseignée. Donc un système de chauffe bien robuste, et l'intérêt aussi, c'est que contrairement à une résistance, donc si tu visualises une résistance, quand elle chauffe, ça chauffe tout autour de la résistance. Alors que si tu as une résistance qui est imprimée sur l'ensemble de ta zone de chauffe, tout chauffe en même temps. D'accord. Donc ça, cumulé à une double paroi, ça fait qu'on est beaucoup plus économe en termes de consommation énergétique pendant le système de chauffe. Donc, ce que je disais,
on essaye d'être économe sur la consommation. On veut pas que ça se transforme en déchet, mais notre produit, comme il est réparable à vie, va pas se transformer en déchet. Mais aussi, c'est important de se dire, on a toujours en tête consommer moins mais mieux, et donc se dire, ce produit industrialisé, on l'a acheté, il a coûté cher entre guillemets en termes de CO2 au moment de sa production, donc faisons en sorte de maximiser ses usages pour qu'il soit vraiment utile et deux qu'il évite peut-être d'acheter d'autres produits industrialisés. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec de l'eau qui chauffe? Avec de l'eau qui chauffe, bon, tu fais chauffer ton eau, tu fais infuser ton thé si tu as un accessoire. Tu peux aussi faire cuire des pâtes, du riz, des œufs. Tu peux faire avec de la vapeur, l'eau qui est transformée en vapeur, tu fais de la cuisson vapeur. Ça devient un cuiseur. Eh ben ouais. Eh ben un peu, mais c'est surtout, ça devient un instrument du quotidien parce qu'avec 5 accessoires, tout basique, on permet de faire tout ça. Pourquoi on peut le faire? Parce que tu vas me dire, mais j'ai pas trop envie de faire infuser mon thé dans le même récipient que celui dans lequel j'ai fait cuire mes pâtes. C'est pas faux. Mais là, je vais te dire, sauf que quand tu as une casserole, ta casserole, tu l'utilises pour plein d'usages différents. Qu'est-ce qui se passe entre chacun de tes usages? Tu peux la laver. Et ben, notre verseuse de Jarlan, elle passe au lave-vaisselle. Elle est entièrement lavable. Donc, elle permet une seule verseuse va permettre de faire tous ces éléments. Mais vraiment, avec cet objectif de dire un seul produit, plein d'usages, plein de raisons de l'utiliser et moins de consommation. C'est smart. Ouais, c'est chouette. Alors, ça, c'est pour la bouilloire. Il y a quand même un point qui est que alors, tout ça, ça a un coût. Alors, j'entends bien que le cycle de vie du produit étant beaucoup plus long, bah, finalement, on peut accepter de payer plus cher. Est-ce que toi, tu as déjà eu des retours clients justement sur ce point du prix? Bien sûr, évidemment. Alors, 2 choses. Si tu regardes sur le marché juste des bouilloires classiques qui te permettent de régler la température, les bouilloires concurrentes, elles sont entre 200 et 300 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Parce que t'as des bouilloires classiques qui font tout en plastique, qui te font juste chauffer de l'eau, tu vas en avoir à 20 euros. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas du tout on n'est pas comparable à ça. T'es pas sur le segment, hein. Ouais. On n'est pas là-dessus. Et nous, on est dans cette gamme de prix qui est pas neutre, hein. Mais après on peut l'expliquer. Mais on est dans une gamme de prix qui est audible. Pour le marché parce qu'elle existe déjà. Si tu veux juste, tu regardes une bouilloire qui permet de régler sa température précisément et de régler ta durée de chauffe, elle est dans les mêmes gammes de prix. Ensuite, nous, on est sur un autre positionnement. On est sur le positionnement de dire ce produit, tu l'achètes une fois, tu ne le changeras plus. Donc, sur le long terme, la durée de vie des bouilloires, c'est 4 ans. Hein. Donc, en moyenne. Donc, dans une vie, t'achètes pas mal de bouilloires. Donc, sur le long terme, tu t'y retrouves. Et il y a aussi un engagement. Il y a aussi, on s'adresse pas à tous les consommateurs. On s'adresse à des consommateurs qui sont engagés. Et aujourd'hui, ces consommateurs engagés, ils représentent entre 20 et 30% de la population. Donc, sur un marché de bouilloire, le marché des bouilloires, c'est 2 millions de bouilloires par an. Donc, on est bien là. Enfin, tu vois, on ne vise pas de prendre tout le marché d'un seul coup, C'est tout ce que je peux te souhaiter. Parce que derrière, il y a d'autres produits qui arrivent. Donc, tu l'as dit, en 2013, vous avez commencé par le lave-vaisselle. Donc, je suppose que lave-linge, pardon. Le lave-linge. Donc là, vous devez arriver, il est toujours dans nos cartons. Alors, il a pris du retard parce que on s'est pas occupé de lui pendant tout le temps où on s'est occupé de la Jarlan. Mais il est toujours, on est vraiment toujours en phase de recherche et développement sur ce produit. Il est très probable qu'il soit doublé avant par un grille-pain qui sera lui aussi multifonction. Cool. Qui a été demandé par les Keepers parce que les Keepers ils font ça aussi, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et le grille-pain, ça a été une grosse demande des Keepers. Donc comme c'est encore du petit électroménager, qu'on a
pas mal défriché le terrain sur l'industrialisation grâce à la Jarenne. On pense on est même sûr. Vous avez gagné sur la courbe d'expérience, oui. Exactement. Il va doubler le lave-linge. Alors, ils ont chacun leur petit nom. Donc, la bouilloire, elle s'appelle Jarenne, le grille-pain, il s'appelle Tauben, et le lave-linge, il s'appelle Fraval. Et tous nos produits auront des noms parce que, ils ont vocation à rester longtemps, très, très longtemps. Et vous les choisissez comment, les noms? Il faut que tu devines. En fait, moi, je m'appelle Karen et mon associé s'appelle Jacques. Ça, c'est facile. Ouais, ok. Voilà. Et tous les noms sont construits comme ça. Alors, on a des grandes familles. Et puis, on a maintenant les collaborateurs qui nous disent, moi, je veux le prochain nom. Voilà. Et les keepers, évidemment, qui disent, moi aussi, si je donne l'idée, est-ce que je peux avoir le nom aussi? Donc, voilà. Okay. Mais ils auront tous un petit nom. Donc, le grille-pain incessamment sous peu. Dans un an. Ouais, incessamment sous peu, c'est dans un an. Ouais. Ben ouais, je sais pas. Enfin, ça me semble pas déconnant. Le lave-linge, et vous vous arrêtez là ou vous continuez? Non. Ah non. Une fois qu'on est parti, on est parti. Donc c'est vraiment, on est une marque. Ce qu'on veut, c'est être la référence du durable et du réparable sur l'électroménager en général. Ouais. Donc on en a des tonnes des projets dans nos cartons. Il faut juste un petit peu de temps, un petit peu de sous, et puis on les aura. Alors aujourd'hui, c'est de la vente en ligne. Vous êtes allé toquer à la porte de la grande distrib ou de la distribution spécialisée, ou peut-être eux sont venus vers vous? Ouais. Alors c'est plutôt eux qui sont venus vers nous. On a des propositions, en tout cas on a des marques d'intérêt de la part de la grande distribution. On a aussi des marques d'intérêt. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc tu as de la distribution traditionnelle, Fnac, Darty, Boulanger, que notre approche intéresse à deux niveaux. C'est-à-dire que ils ont des grands discours RSE, mais ils ont parfois du mal à vendre les produits qui sont en phase avec leur discours. Donc ça les intéresse. Ils font aussi, leur métier, c'est aussi de faire du service après-vente, et notamment sur le petit électroménager, ils font du très mauvais service après-vente parce que ça consiste à jeter le produit et en donner un neuf. Donc avoir des produits réellement réparables, ça les intéresse aussi. Ouais. Donc il y a eux. Il y a sur Internet, alors les grosses plateformes évidemment. Il y a aussi un écosystème autour du Made in France qui se développe très très fort, mais là il va falloir un peu attendre qu'il se structure parce qu'il y a globalement une place de marché par jour autour du Made in France qui se développe, donc il va falloir voir. Il y a aussi des distributeurs individuels qui disent moi j'ai trop envie de vendre votre produit. Donc on a beaucoup de sollicitations. Aujourd'hui nous on n'a pas pris de décision pour plusieurs raisons. D'abord donc il faut qu'on soit prêt, il faut aussi qu'on ait les volumes et les stocks pour pouvoir répondre à ce type d'acteurs. Il faut aussi qu'on s'accorde en termes de marge, parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, ça a aussi un impact sur le coût de revient des produits. Et en termes de marge, on est très 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 loin des marges qui sont faites par des produits industrialisés par des acteurs qui existent depuis 100 ans, qui ont optimisé leur chaîne au maximum, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde avec des produits qui sont avec des matériaux qui sont pas les nôtres. Donc nous, on a une vraie problématique de marge si on veut au niveau de la distribution. Donc, mais ça se discute, et ça se discute plutôt bien. Mais c'est juste que nous, il faut qu'on fasse nos choix, il faut pas qu'on se trompe, il faut pas qu'on perde notre âme, parce que on veut aussi vraiment pouvoir maîtriser le prix. C'est important. On sera pas une marque qui fera des promos ou qui fera des soldes, parce que on sera une marque qui propose un prix juste et responsable, un prix qui permet de payer les fournisseurs, de payer correctement tous les gens qui travaillent pour la structure, et puis de réinvestir dans la structure. Mais l'objectif, moi je veux pas du tout, mon objectif c'est pas de devenir milliardaire. Moi, je suis bien, ça va. Et donc c'est pas le but, quoi. Et donc tout ça a un impact aussi en termes de marge et de redistribution de la marge. Donc on a le sujet de la distribution est vraiment sur la table, et puis il y a aussi l'investissement des keepers. On veut voir comment on peut les impliquer, et puis voilà, il y a c'est le prochain sujet, la distribution. Je trouve ça passionnant,
Et parce que, mais je savais que j'étais avec une bonne cliente avec toi. Tu racontes bien l'histoire, d'une part. Je pense que l'histoire, elle est hyper belle. Elle est bien réfléchie et, alors, je disais dans l'air du temps, mais, on n'est plus à ça. Non, C'est-à-dire que exactement. là, c'est bon, faut arrêter les conneries. Donc, je pense que c'est une approche saine, d'un business, et puis en plus de ça, on voit que on est tous un peu comme ça, on cherche justement des solutions parce que on n'arrête pas de nous bassiner avec le réchauffement climatique et comme on est coupable et comme on n'est pas bien, etc., etc. Mais s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de solution, ok, mea culpa, mais ok, qu'est-ce qu'on fait? Et là, alors c'est pas, c'est une petite échelle entre guillemets, excuse-moi, mais voilà, mais c'est un pas de plus, et c'est un pas de plus dans la bonne direction. En plus, dans une logique entrepreneur, socialement responsable. Enfin voilà, tu coches toutes les cases, quoi. Hein, là. C'est un chouette projet. Mais ouais, je pense que et puis ça alors. Du souvenir que j'avais de toi, j'avais le souvenir de quelqu'un de souriant, et là ça s'entend que tu le vis pleinement, mais tu le vis avec bonheur. Ah, c'est clair. Je suis hyper fière, hyper contente, j'adore. C'est bien, on agit, quoi. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se faire chauffer de l'eau, mais surtout suivre ton aventure, il y a Keepit, alors c'est KIPPIT.fr, KI2PIT.fr pour être clair. Si on veut te joindre, Karen, s'il y a des investisseurs, des quoi que ce soit qui veulent te joindre, le plus simple c'est quoi comme média? LinkedIn. Ok. Ouais. C'est d'ailleurs là-dessus, c'est là-dessus qu'on s'est reconnecté. Oui. Et d'ailleurs, petit message, s'il y a Emery Jacquia qui écoute, donc le PDG de la Camif, il y a un truc à faire, je pense, avec Karen, parce que vous êtes bien alignés tous les deux. Emery Jacquia, c'est l'épisode, je sais plus combien, 20, 22, je sais plus de la colle. Mais voilà, on arrive au bout, Karen. Les 7 dernières questions qui sont le rituel obligé pour tous mes invités. Dis-moi, quel est ton mot préféré? Alors, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je pourrais dire chance, mais je vais pas dire ça, je vais dire agir. Ouais. Agir, pour moi, ça donne de l'énergie, ça rend optimiste et c'est ce que je suis. Ouais, oui, on sent l'énergie, on sent le moteur qui tourne. Le mot que tu détestes? Alors, j'ai pas vraiment de mot détesté. Mais je rentre très régulièrement je suis un peu agacée, je rentre en guerre sur les mots à la mode et ou les tics de langage. Ouais. Et en ce moment, mon combat du moment, ça rend fou tout le monde, mais je t'assure que ça fonctionne. C'est je mène un combat anti du coup. Ah, on est pareil. Insupportable. C'est vraiment, c'est devenu tellement présent que parfois il y a des gens que j'arrive pas à écouter parce que je joue au bingo des du coup et je fais des cases et donc il y a une grosse lutte anti du coup et dans ma famille, dans mes équipes, donc. Oui, et puis c'est pas générationnel, hein, c'est très très répandu partout. Ah, mais c'est pas générationnel du tout et c'est insupportable. Donc voilà, c'est pas un mot détesté, mais c'est plus mais c'est un combat, mais j'abonde à ton combat. On peut monter une asso si tu veux. Le son ou le bruit que tu aimes? Oh, j'aime le bruit de la mer. J'aime le bruit de l'océan. Ouais. Puis t'en es pas loin. Ouais. On va pas tout près non plus, mais. Quand même. Le son ou le bruit que tu détestes? Le bruit des motos. Je déteste ça. Ah, les trucs qui font du bruit pour faire du bruit, pour juste. Ah, je déteste. C'est amusant. Ouais. L'épisode juste avant toi, c'est Pierre-Alain Lévesque, qui est un spécialiste des low-tech. Et il a répondu exactement la même chose. Les motos qui passent dans la rue en pétaradant, tu vois. Ah ouais, c'est terrible ça. Ah, c'est marrant. Ok. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Je crois que j'en ai pas. Ah. Non, mais vraiment, je crois pas que j'en ai. Je suis pas très. Tu l'as dit 2 fois pendant le podcast, t'as dit, ah, ça coûte une blinde.
C'est pas, peut-être. C'est une expression plutôt. Une expression plutôt. Mais je suis pas très juron. Ouais, non. Non? Non, ouais, non. C'est ça, je sais bien. La citation que tu aurais aimé prononcer. Alors là, j'ai réfléchi un peu. Ouais. C'est une phrase de Camus qui dit, et qui va bien avec ce que je suis, il dit, il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Ça s'appelle devenir un homme, une femme. Là, après du Camus, il faut laisser un petit moment. Ouais. Ok, joli, je la connaissais pas celle-là. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Alors, s'il existe, peut-être me dire que il lui semble que j'ai pas trop perdu mon temps sur Terre et qu'il pourrait peut-être m'y renvoyer. C'est parti pour un deuxième tour. Voilà. Ok. Ça, c'est noté. C'est noté. Le cas échéant, je passerai le message. Karen, encore un grand merci de tout ça. On peut souhaiter la plus longue vie possible à Keep It, puisque c'est l'enjeu finalement. Hein. Eh ben oui. C'est l'éternité. C'est voilà, avec Keep It, vous avez un petit goût d'éternité. C'est nul comme marketing, mais c'est pas grave. Je vais te laisser. Pour le coup, le slogan du oh là là, vous allez en profiter longtemps. J'ai adoré. En plus, mais il est chouette, hein. Sur la typo, etc. Enfin voilà, c'était vraiment marquant. Un grand merci donc de ce temps, de cet échange, belle aventure, longue vie à cette aventure, et puis on se revoit quand tu lances le lave-linge alors. Avec plaisir. Allez. J'aurai encore plein de trucs à raconter. J'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup Karen. Bye bye. Avec plaisir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.